aujourd'hui, on va vraiment aborder ça de manière plus globale. Vous avez eu le programme dans le mail, on va vraiment aborder les points du programme, plus les points d'intention plus pratiques auxquels vous pouvez et vous devez être attentif. Pour ce faire, j'ai élaboré un cahier de charge d'exemple pour essayer vraiment de dynamiser cette thématique des marchés publics et puis essayer de rendre ça aussi un peu plus pratique. Donc voilà. Mathieu, tu veux faire un petit point avant le tour de table? Oui, en fait, voilà, je voulais juste rapidement recadrer ici cette session de travail. Donc, en fait, ça fait partie des rencontres de l'approvisionnement. Il y en a eu, c'est la sixième. Et donc, après avoir fait le tour de la Wallonie, province par province, on s'est dit qu'on essaierait plutôt de travailler via une thématique. Et une thématique qui revient quand même systématiquement lors de toutes les formations, toutes les activités, c'est quand même la difficulté des marchés publics, tant du côté des cantines, des cuisines de collectivité, de pouvoir le formuler et intégrer des critères de durabilité, voilà, ce qu'on ne peut pas utiliser, mais de mots local, mais ça, Justine va le présenter. Et donc, on a eu justement la semaine dernière une formation d'approvisionnement avec comme public les cuisines de collectivité où, entre autres, on a travaillé sur ce point-là. Mais également, évidemment, tout ce qui est acteur d'approvisionnement, ou la difficulté de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ose, est-ce qu'on y va, est-ce que ça va vraiment, est-ce que ça a l'air tellement compliqué, est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'énergie pour répondre. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cet atelier qu'on a voulu, que Justine en tout cas a voulu le plus pratique possible. Et donc voilà, ça fait partie ici de donc, toutes ces initiatives qui émanent du groupe de travail approvisionnement. On a différentes activités, dont les rencontres. Et donc, juste pour terminer en disant que ce groupe de travail, c'est un ensemble d'institutions euh, qui sont actives sur le terrain. Et donc, on a vraiment voulu euh, mettre en pratique ce qu'on conseille de faire au niveau des filières. C'est-à-dire que vous voyez ici en dessous en bas de page du PowerPoint, les différentes institutions qui travaillent main dans la main pour justement essayer de pousser et d'améliorer, inviter à une démarche de développement durable au niveau du secteur agroalimentaire wallon. Voilà, Justine, je te rends Oui. la parole. Alors, avant qu'on commence le tour de table, je voulais vraiment insister sur le fait que ce qu'on fait ce soir, ça peut tout à fait se faire de manière récurrente sur des problématiques que vous rencontrez, au quotidien et qui pourraient intéresser plusieurs d'entre vous. On pourrait tout à fait se rencontrer de manière récurrente dans un temps plus court, 20 à 30 minutes, pour essayer de résoudre ensemble ces problématiques. Et puis, voilà, moi, je suis à disposition pour vous aider dans un accompagnement individuel à répondre au marché public. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par email. Mon email se retrouvera dans le chat. Et donc, avant de commencer, on va faire un petit tour de table. Comme ça, on va rendre les choses un peu plus personnelles. Et n'hésitez pas tout au long de l'atelier d'intervenir afin que ça soit un peu dynamique et pas moi qui parle toute seule pendant 50 minutes. Ça va être un peu plus sympa. Du coup, dans les personnes, j'ai Sébastien De Smet. Donc, Oui, bonjour tout le monde. vous pouvez vous présenter et dire qui vous représentez ou en tout cas pour quelle structure vous êtes là. Donc voilà, moi je représente la société donc Davigel. Donc c'est vrai que Davigel est une société internationale puisque on a été récemment racheté par l'Amérique, par le groupe Cisco. On n'est pas effectivement dans ce cadre-là pas très local, mais moi, mon intervention et mes interventions qui sont régulières donc, pour le Green Deal concernent énormément le poisson, puisque ça, c'est effectivement notre cheval de bataille. On est une des sociétés qui fait le plus attention aux poissons, que ce soit un poisson qui soit en développement durable ou éco-responsable. Et puis surtout, on a pour mission d'aller plus loin aussi que les labels MSC qui veulent parfois pas dire grand-chose. Parce que comme je le dis souvent, on va acheter du MSC, mais il a été congelé sur le bateau, il est parti en Chine, il a été décongelé, il a été recongelé, il a été polyphosphaté.
et il revient sous le label MSC Développement durable. Donc voilà, donc ça effectivement notre démarche chez Davigel, c'est d'agir sur le poisson, puisque si on devait effectivement dans le Green Deal manger du poisson uniquement wallon, on n'aurait que de la truite. Ce serait un peu dommage sur les menus de ne pas avoir une variété. Et donc voilà, c'est un petit peu ça notre cheval de bataille. À côté de ça, on a des légumes qui proviennent de Belgique. On a dans l'assortiment des légumes surgelés produits et cultivés et mis en surgelé en Belgique. L'objectif toujours de Davigel, étant à la base une société française, c'est que la législation française interdit tout ce qui est fraude sur le glaçage. Donc, on va toujours travailler avec des produits qui seront avec un glaçage compensé, que ce soit pour les poissons, que ce soit pour les légumes. Vous allez toujours acheter 5 kilos de légumes, voire et le glaçage lui-même, il va être compensé. Donc, après décongélation, vous aurez toujours 5 kilos de la matière première achetée. En Belgique, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fraude. Vous allez acheter 5 kilos et après décongélation, vous allez avoir 4 kilos de légumes ou 4 kilos de poissons. Et donc, en Belgique, on ne parle jamais en poids net, prix net. Étant à la base français, on se bat pour ça parce qu'effectivement, on nous dit parfois qu'on est très cher, on est trop cher, mais en final, vous payez le prix juste avec Davigel, tandis qu'en Belgique, vous allez payer 20, parfois 30% d'eau au prix du légume ou du poisson acheté. Donc ça, c'est un petit peu au-delà de la durabilité, c'est aussi essayer de faire passer ce message-là parce que souvent, sur les marchés publics, on regarde le prix et on ne va pas chercher plus loin que le prix. Donc voilà, c'est un petit peu notre mission. Donc moi, je suis responsable des marchés publics et je m'occupe également des sociétés de restauration comme ISS Catering, Duo Catering, Aramark et encore d'autres. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Alors, après, j'ai Mélinda. Oui, donc moi je travaille chez Promogest, donc la plateforme de produits locaux à Warem. J'ai été engagée en tant que chargée de mission sur un projet wallon de relocalisation de l'alimentation. Et donc, je suis là dans ce cadre parce qu'on a des actions à faire à propos des cahiers de charges pour notamment aussi exactement identifier les freins, les opportunités, etc. et rendre la chose un peu plus éclairée pour nos producteurs. Donc, voilà. Ok, super. Après, j'ai Christine Delcroix. Oui, bonsoir. Bien voilà, moi je suis productrice de produits laitiers et crème dessert. Donc nous, on est une ferme bio et on vient d'installer un atelier de fabrication de produits laitiers qu'on a voulu orienter sur la production de yaourts et crème dessert en vrac pour les collectivités, donc en bio. Voilà, et je voulais un peu voir si c'était parce qu'on entend beaucoup de choses sur les marchés publics, dans quelle mesure nous, petits producteurs, on peut répondre à des marchés publics. Voilà, juste. Ok, Voilà. super. Merci. Ensuite, j'ai Aude. Bonsoir tout le monde. Alors moi, en fait, je suis étudiante en droit à l'ULB, en droit public, et je réalise mon TFE sur le thème des marchés publics. Ma question étant si justement ce sont des leviers appropriés pour favoriser la transition écologique dans le secteur alimentaire. Et donc, je me penche en particulier sur les cantines des communes à Bruxelles. Et donc voilà, je suis pas directement concernée ici, mais donc à des fins d'information, ça m'intéresse de participer aujourd'hui. Ok, super. Ouais, ça a bougé, sinon c'est pas drôle. J'ai Thibaut après. Il n'a pas activé le micro. Ah oui? Ben, moi, j'ai pas... Ah oui, demander la réactivation du micro. Ah ben... Ah. Bon. On y reviendra. Ensuite, j'ai Cassie.
sais pas si vous me Bonsoir. voyez. Si on vous Oui, c'est voit. bon. Ah, ok. Donc, nous, on est producteurs de viande. On fait déjà des colis à la ferme. Et, c'était plus par curiosité pour pouvoir encore améliorer, pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes au niveau local. Ok, super. Ensuite, j'ai Caroline. Bonjour, donc je suis Caroline de Villers, je suis en fait membre de la coopérative Belgo Bio qui rassemble 5 agriculteurs bio qui commercialisent des légumes lavés sur le marché du frais. Et donc on est particulièrement intéressé de pouvoir valoriser des hors calibre auprès des collectivités notamment. Et donc, ma présence ici, c'est de savoir comment avoir accès à ces marchés publics pour accéder à des marchés plus larges que ceux qu'on a déjà. Ok, super. Je ne sais pas si Thibaut a retrouvé son micro. Apparemment pas, bah écoute. Non. Bah, du coup, je ne sais pas si on fait un tour, Mathieu, Bernard, Marie, ou si on y va direct. Bon, on peut aller rapidement. Moi, c'est je vais mettre la caméra. Voilà. Bonsoir, rebonsoir. Moi, Mathieu Van Cottom, donc je travaille pour la cellule Manger Demain dans tout ce qui est approvisionnement et plus particulièrement tout ce qui est le secteur de la transformation. Et c'est pour ça aussi que j'ai une deuxième casquette et je travaille pour Wagralim, qui est un des 6 pôles de compétitivité dans le secteur de l'agroalimentaire en Wallonie. Voilà. Marie. Oui, bonsoir à tous. Marie Legrain et moi je coordonne la cellule Manger Demain. Bernard. Bonsoir, moi c'est Amélie Brunner, donc moi je suis un des chargés de mission au collège des producteurs, donc c'est vraiment l'interface entre les producteurs et les acteurs des filières, et je travaille spécifiquement sur le prix juste et la rémunération des producteurs, etc. Et on a développé un label qui se veut plus ou moins équitable pour les producteurs. Et finalement, Pascal. Oui. Pardon, je mets la caméra. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Pascal Baudson. Je travaille au SPW Agriculture, Direction de la qualité du bien-être animal. Et je suis chargé du développement des circuits courts alimentaires et tout particulièrement du suivi des projets All Relais agricoles, qui sont des infrastructures partagées de transformation, commercialisation, stockage des produits agricoles. Voilà. Super, merci. Et donc finalement moi, donc moi c'est Justine Chanel, je suis juriste pour la cellule de Manger Demain et donc j'accompagne et les pouvoirs adjudicateurs et les adjudicataires à du coup rédiger leur marché, enfin à intégrer des clauses plus durables et à pouvoir répondre au marché. Et du coup, surtout pour les cantines, j'ai rédigé un guide pour ce faire. Donc voilà, allez, c'est parti du coup. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je pense bien. Ah voilà. Je suppose que tout le monde a bien géré le micro, se renommer, etc. Donc on va passer. Le programme, vous l'avez vu. Je pense qu'il est bon de commencer par ce que sont les marchés publics. Donc, les marchés publics, c'est un contrat à titre onéreux. Pourquoi à titre onéreux? Parce que du coup, vous allez échanger des fournitures ou des services contre une rémunération. Au niveau de la restauration collective, vous avez 2 types de marchés, 2 manières de pouvoir fournir les cuisines de collectivité. Vous avez les marchés publics de fourniture, qui sont ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est ceux qui se présentent dans les cantines en autogestion. Donc, c'est les cantines où le personnel cuisine les repas. Pour ce faire, ils ont donc besoin de fournitures. Et donc, là, vous allez pouvoir entrer directement en répondant au marché public. Et puis, vous avez les marchés publics de services. Donc, ça, c'est pour les cantines concédées. Donc, c'est les cantines qui font appel à une entreprise externe qui livre et confectionne les repas. Du coup, là, ils ont besoin d'un service. Ce sont les sociétés de catering, en fait. Et donc là, vous n'avez pas besoin de marché public pour vous mettre en relation avec ces sociétés de catering. C'est un simple contrat de vente. Mais je tenais quand même à en parler ici au tout début parce que voilà, c'est 2 manières pour vous de fournir
les cuisines de collectivité, soit directement par un marché public de fourniture, soit en vous faisant connaître de ces sociétés de catering. Et n'hésitez pas à vous faire connaître dans une démarche de développement durable comme il est en train de se mettre en œuvre et à Bruxelles et en Wallonie. Ces sociétés font de plus en plus appel à des producteurs plus locaux. Donc voilà, c'est aussi une porte d'entrée qui est importante. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces marchés? Vous avez différentes manières de les trouver en fonction du type de procédure. Vous pouvez les trouver tout simplement dans votre boîte mail. Pour tout ce qui est marché, on y reviendra après en détail, mais pour tout ce qui est marché de faible montant et les marchés qui ne demandent pas une publication, les pouvoirs adjudicateurs vont simplement vous envoyer un email. Vous pouvez les trouver sur les sites internet pour ceux qui ne font pas appel à une publication officielle. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'une publication officielle, donc les marchés au-dessus de 139 000 € et pour la publicité européenne, c'est sur la plateforme e-procurement. Alors, on va aller y faire un tour, comme ça va être très parlant. J'espère que tout le monde voit mon écran changer. Ouais, c'est bon. On va le mettre en français. Alors, comment vous trouvez ces marchés? Donc, vous vous rendez sur cette plateforme e-procurement, e-notification, e-tendering, chaque petite section a son petit nom. Pourquoi ça ne passe pas en français? Vous allez rechercher une publication. Vous mettez toujours BDA. Donc, BDA, c'est le bulletin des adjudications. Quand le pouvoir adjudicateur, s'il fait correctement son travail, a normalement peut-être un peu prospecté avant de rédiger son marché. Et donc, vous allez potentiellement peut-être savoir qu'il va publier, je viens de mettre quelqu'un, son marché. Et donc, il peut vous envoyer un email en vous disant, voilà, veuillez trouver notre marché sur une notification selon ce numéro-là. Donc, si vous avez le numéro, vous l'indiquez. Si c'est un marché de fourniture, vous tapez fourniture. Et puis, recherchez. Quand vous avez un numéro type, ça va répondre à une seule chose. Là, on en a du coup plusieurs. On va en ouvrir un, si possible en français. Comme ça, vous voyez, super, à quoi ça ressemble. Donc, ça se présentera toujours de cette manière-là. Vous avez ici les notices. Dans les notices, vous allez simplement trouver les informations. Attendez. Les informations du pouvoir adjudicateur. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Enfin, voilà, c'est pas fondamental. Ça ne marche plus là. Super. Bon, allez. Je suis coincée. J'arrive pas. Allez. Tu as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon, voilà. Du coup, vous avez les notices, ça, c'est pas forcément très important. Et puis ici, vous avez, soit ils le mettent ici, le document du cahier spécial des charges, soit ils le mettent ici. Ça dépend un peu. Et donc là, si on clique ici, je ne vais pas le faire, vous allez avoir accès au cahier des charges. Et donc là, vous allez trouver un cahier des charges type. Souvent, les cahiers de charges se présentent comme ça. Donc ça, c'est toujours la première page de couverture. Généralement, si c'est une commune, c'est toujours celui-là. Bon, sinon, ça varie un peu en fonction. Mais voilà. Et puis ici, vous avez la petite documentation qui vous explique comment introduire une offre électronique. Donc, à chaque fois que vous allez trouver un cahier de charges sur cette plateforme, vous allez devoir rendre une offre électronique. Et donc, pour pouvoir la rendre, il suffit de lire ce petit fascicule qui existe aussi en français pour pouvoir le faire. Voilà. Alors, on va revenir à notre PowerPoint. Vous pouvez aussi vous inscrire, quand vous vous inscrivez sur le site, vous mettez des mots de recherche. Comme ça, vous avez tous les jours les bulletins d'adjudication qui vous intéressent, qui arrivent, enfin, liés à votre secteur, qui arrivent dans votre boîte mail. Moi, je pense que je n'ai pas dû faire comme il fallait. Je dois encore chercher s'il y a quelqu'un qui sait m'éclairer. Mais effectivement, moi, j'ai introduit des mots de recherche qui étaient produits frais, surgelés, plats préparés et autres. Et je reçois encore des notifications pour les achats de chaussettes à la police fédérale.
Donc, c'est pas très intuitif comme site internet. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des idées de comment on peut introduire convenablement des mots-clés pour des recherches adaptées à notre business, ça m'intéresserait bien. Ok, ça va, on note. Et si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas. Mais en effet, je ne vais pas vous le cacher, le site n'est pas le plus intuitif. C'est pas le plus intuitif, non. Et une Donc, fois que vous devez répondre pour retrouver la publication sur le site, parce que ce que vous avez montré là, c'est le site des publications, mais le site pour uploader les documents de réponse, il est encore plus compliqué. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. On va y aller juste. Du coup, il y a quelqu'un qui a mis dans la conversation, donc je vais répondre maintenant, par email, comment se faire connaître. En fait, généralement, je vais prendre le cas d'une école, une petite école qui décide de faire appel à des producteurs plus locaux. Elle va avoir tendance à normalement aller un peu prospecter, donc se renseigner pour savoir qui se situe autour d'elle, etc. Et donc, soit elle y va elle-même, elle est proactive, soit, en fait, vous, n'hésitez pas à envoyer des emails, à appeler. Enfin, voilà, il faut se vendre, quoi, un petit peu. Donc, voilà. Et une fois que vous êtes dans cette liste, vous allez recevoir les emails pour les fournir. Donc, voilà. Mais au milieu de la présentation, il y a un témoignage d'un distributeur qui explique ça très bien. Au suivant. Qui peut répondre au marché. Alors, il n'y a pas de scoop, tout le monde en fait peut répondre à un marché public, plus ou moins. Mais là, j'ai essayé d'être très concise, plus ou moins. Mais vous avez différents types de marchés qui forcément s'appliquent peut-être plus à certains profils. Vous avez les marchés publics de faible montant. Donc ça, c'est les marchés en dessous de 30 000 €. Ils vont se présenter, ça peut être en fait un simple email qui dit bonjour, j'ai besoin de X kilos de carottes pour une année, est-ce que vous pouvez me livrer? Ça peut être très simple comme ça. Donc ça se fera par email, c'est plutôt adressé à des petits producteurs. Ensuite, vous avez les procédures négociées sans publication préalable. Donc ça, elles ne demandent pas de publication sur la plateforme sur laquelle on vient d'aller. Là, vous allez pouvoir les trouver de nouveau soit par email, soit sur les sites internet des cantines. Et là, ça va prendre la forme d'un cahier de charges plus ou moins élaboré. Donc comme je vous ai montré l'entête tout à l'heure, mais on reviendra sur le cahier de charges par la suite. Là, ça va s'adresser à des petits et moyens producteurs. Bon, vous voyez, ce n'est pas très défini qui peut y répondre. Puis, vous avez les procédures directes avec publication préalable. Donc ça, vous allez les trouver directement sur la plateforme e-notification sur laquelle on vient d'aller. Là, ce sera plutôt des moyens, des grands producteurs. Et puis, vous avez les procédures européennes qui se trouvent aussi sur la plateforme. Et là, ça va être des grands producteurs et des coopératives qui vont pouvoir y répondre. Ça demande aussi forcément un peu plus de paperasse administrative. Donc, voilà. Comment y répondre? Ça, c'est une question qui revient souvent. Pour les marchés publics de faible montant, comme je vous l'ai dit, ça prendra souvent la forme d'un simple email. Donc, soit vous répondez à la question, soit si c'est un petit cahier de charge, vous répondez par un formulaire de l'offre que je vais vous montrer juste après. Pour ce qu'on appelle les procédures négociées sans publication préalable, donc là, ça va être un cahier des charges simple. Vous devez de nouveau répondre via le formulaire de l'offre. Alors, le formulaire de l'offre, comment ça se présente? Donc, à la fin d'un cahier de charge, donc là, vous voyez, je me suis amusée, vous allez trouver ceci. Ça prendra toujours plus ou moins la même forme. Vous allez devoir mettre quelle est votre société, qui vous êtes, si vous êtes bien mandaté pour pouvoir répondre, pour quel lot vous vous engagez dans le cas où il y a plusieurs lots. On verra ensemble ce qu'est l'allotissement. Et puis, le cachet de l'entreprise fait à la signature, etc. Avec le formulaire de l'offre, dans les cahiers de charges, il est inscrit ce que vous devez fournir. Donc, si vous devez remplir l'inventaire qui est là ici, ou alors les fiches techniques que vous devriez remplir, enfin voilà, toutes les choses dont ils ont besoin, ce sera mis dans le cahier des charges et vous allez du coup devoir le joindre au formulaire de l'offre.
Ah non, c'est pas grave. Hop. Alors, oh mais c'est pas possible. Donc, quand vous répondez à un marché public, bah, vous devez faire attention aux spécifications techniques. Donc, les spécifications techniques, ce sont les exigences minimales. Par exemple, si dans les exigences techniques, le pouvoir adjudicateur demande des fruits bio, c'est qu'il veut des fruits bio. Ça ne sert à rien de répondre si vous n'avez pas de fruits bio. C'est l'exigence minimum qui doit être rencontrée. Vous devez faire forcément attention à l'objet du marché. Si on vous demande des services alors que vous avez des fournitures, ça ne va pas aller. Soyez attentifs aux quantités, aux délais de livraison, aux délais de paiement, toutes ces choses-là qui sont quand même un peu importantes. On verra ensemble que dans les procédures négociées, elles sont là pour négocier. Donc tout ce qui est les livraisons, les délais, les quantités non, mais les délais de livraison, les délais de paiement, les petites choses, vous pouvez tout à fait négocier. Elles sont là pour ça, il faut négocier, il faut parler avec le pouvoir adjudicateur. Alors, ces procédures-là, vous répondez comme il est mis dans le cahier de charge, donc c'est souvent par email. Bon, il y avait avant beaucoup par courrier, mais ça se voit quand même de moins en moins. Et puis, vous avez procédure directe avec publication préalable. Alors là, comment ça se passe? On remplit simplement le formulaire de l'offre, comme d'habitude, et puis vous devez le soumettre sur la plateforme e-procurement. Donc, pour ce faire, il ne faut pas oublier de s'enregistrer en tant qu'entreprise. Donc, vous vous enregistrez en tant qu'entreprise, vous devez juste avoir votre carte d'identité, si je ne me trompe pas, avec vous, pour pouvoir montrer que vous avez bien le mandat pour pouvoir répondre. Et voilà, votre numéro d'entreprise, et puis vous êtes encodé dans le système, et donc vous allez pouvoir soumettre votre offre. Après... J'allais dire pour certains, effectivement, c'est vraiment le patron de l'entreprise qui est mandataire. Et donc, attention que c'est... moi, je suis responsable pour les marchés publics, mais sur certains, comme le CPS d'Anvers, par exemple, c'est mon patron qui doit signer avec sa carte d'identité. Sinon, c'est refusé clairement, quoi. Donc, Voilà. Voilà, il y a des choses un peu plus compliquées. Ça va dépendre, des clients, effectivement. Ouais. Puis après, il y a la procédure européenne. C'est toujours la même chose, c'est sur cette plateforme. Il faut juste faire attention que vous êtes obligé de rendre le document unique de marché européen, ce qu'on appelle le DUM. Alors, on peut voir ensemble ce qu'est le DUM, comment il faut faire, etc. Je vais juste demander s'il y en a qui sont vraiment intéressés qu'on parle de ça ou pas, parce que ça ne concerne que certains producteurs ou coopératives. Donc, peut-être, dites-moi en fait si vous êtes intéressé ou pas. Moi, je le complète régulièrement. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent qu'on voit ensemble le DUM ou pas forcément? Non, je vois des noms. Non. Alors, on ne va pas le faire. donc voilà. Hop. Alors, la durée du marché, c'est quand même un peu important qu'on en parle. Vous allez avoir plusieurs types de marchés. Bon, moi, je les appelle les marchés courts, les marchés moyens et les marchés longs. C'est pas vraiment ça, mais bon. Donc, vous avez les marchés d'1 an. Ça présente comme avantage qu'en cas de non-respect de l'une ou l'autre partie, le contrat prend fin au bout d'une année, quoi qu'il arrive. Forcément, les quantités, les montants seront moins élevés, et donc c'est plus accessible aux PME et aux petits producteurs. L'inconvénient, c'est que vous, en tant qu'adjudicataire, vous ne pouvez pas vraiment mettre en œuvre une véritable politique durable ou de changement sur du long terme ou de plan de culture. C'est un peu plus compliqué. Après, vous avez les marchés, en fait, ce sont des marchés d'1 an qui sont reconductibles 3 fois, donc qui peuvent aller jusqu'à 4 ans. Moi, c'est ce que je préfère, parce que l'avantage, c'est que vous avez une année test. Bien évidemment, vous avez aussi l'incertitude de l'année test. Mais voilà, ça vous permet de tester, d'entrer dans le marché. Et puis, si ça marche et que c'est reconductible, vous pouvez discuter avec le pouvoir adjudicateur
de ce qu'il attend sur les prochaines années. Et vous allez vraiment pouvoir mettre en place une véritable politique durable si vous êtes en train de faire des changements sur votre exploitation ou voilà, ou en tout cas répondre de plus en plus aux besoins du pouvoir adjudicateur et de pouvoir aller de plus en plus loin ensemble. Et puis, vous avez les marchés longs, donc de 3 ou 4 ans, qui présentent les mêmes avantages, hein, le fait de pouvoir mettre en place une véritable politique de développement durable, de vous aussi être sûr que pendant 3 ou 4 ans, vous allez avoir une rentrée d'argent qui est sûre. Et puis, les inconvénients, c'est que forcément, c'est des plus grandes quantités et c'est un peu plus difficile à défaire. Alors, quels sont les avantages des marchés publics, au-delà de ces petits inconvénients administratifs qu'on peut voir? C'est que pour les marchés reconductibles ou longs, je vous l'ai dit là 3 fois, c'est voilà, un véritable plan de culture, une véritable vision à moyen terme, autant pour la cantine que pour vous. Ça vous assure une certaine stabilité dans vos revenus. Il ne faut pas oublier que ça vous permet aussi d'offrir une nourriture qui est plus locale et donc plus proche des utilisateurs dans leur assiette. Ça vous fait une certaine publicité, notamment si vous vendez à la ferme ou autre. Il y a quand même un bénéfice sur le coût environnemental. En effet, une production qui est au plus proche de chez nous au niveau du transport est quand même moins coûteuse au niveau de l'environnement qu'une nourriture qui vient hors Europe et aussi de l'autre bout de l'Europe. Donc ça, c'est quand même important, c'est quelque chose auquel les gens font de plus en plus attention aujourd'hui et c'est important. Et puis, il y a quand même ce gros avantage qui est la fixation de votre prix de vente, qui peut être un prix équitable et qu'on encourage, une rémunération qui est juste pour vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, avant de passer à la partie un peu plus pratique avec le cahier des charges en exemple, on va écouter le témoignage qu'on a reçu et qui pourrait du coup vous inspirer. Ah non, pourquoi ça ne se lance pas? On va y arriver. Ah non. Allez. Frédéric Van Tol. Je suis un des propriétaires de la boulangerie LCB et je m'occupe entre autres de tout ce qui est commercial, donc aussi de la prospection et des appels d'offres. Donc on produit du pain et des produits de boulangerie, c'est à Stréky-Bracny, tout près de la Louvière, et on produit ça 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Et nos clients là-dedans sont des cuisines de collectivité et sont la grande distribution en centrale ou en livraison directe sur les magasins. En pain, on fait environ 8000 pièces en moyenne par jour, 7 sur 7, et on fait environ 150 livraisons tous les jours. Donc le premier qu'on a remporté, c'était en 2015, donc ça fait 6 ans déjà. Oui, donc dans le cadre des appels d'offres, donc les sociétés qui font des appels d'offres vers des collectivités, et nous on est fournisseurs référencés de différentes, comme ISS, comme Aramark, comme passe ce genre-là. Oui. Ça a duré des années avant de rentrer dans certains, et là il faut chercher son chemin, hein. Il y a l'acheteur, il y a les responsables régionaux, il y a les chefs de cuisine, il y a les diététiciennes. Il ne faut surtout pas les oublier, parce que dans notre secteur, c'est souvent elles qui décident derrière, ou qui décident aussi pour établir le cahier de charge. Et donc c'est un peu par tous les chemins où il faut se faire connaître et essayer d'arriver sur la shortlist. C'est celui-là qu'il nous faut. Globalement, oui, donc j'ai dit les diététiciennes, mais donc pour moi aussi c'est une prospection active, donc on prend
fun, hein, on essaye d'avoir au moins un rendez-vous, de planter une graine. Jamais de prospection vraiment commerciale forte, je vais dire. Il faut que les gens vous connaissent, c'est la première chose. Il ne faut pas hésiter de donner des références. Bon, le but, c'est de faire un bon service, une bonne qualité de produit. Nos clients on n'a jamais vraiment perdu de clients à cause de ça, donc ils sont tous satisfaits de notre service, donc c'est important de ne pas avoir peur de donner des références. Et une fois qu'on sait que c'est un marché public, une fois qu'on les a contactés, c'est de faire un bon suivi. Derrière, quand on sait que la date du marché va venir à échéance, c'est de les contacter, de voir ce que c'est déjà paru, ce que c'est pas paru, de suivre en ligne sur e-notifications. Donc chaque lundi dans mon agenda, je sais où je dois aller voir. C'est un réflexe à avoir. Le bouche à oreille, ça marche beaucoup. Et donc le lien avec tous les niveaux, donc je dis aussi bien l'acheteur que le chef de cuisine, que les diététiciennes, etc., qui sachent tous qu'on existe. Là, c'était une procédure ouverte. Vu le type de notre produit, qui est en DLC d'un jour, c'est toujours en Belgique. Par contre, il y a des documents d'une à remplir, etc. Et quand on est bien organisé, quand on est méticuleux, qu'on a déjà fait quelques-uns, il y a pas mal de choses qui sont les mêmes à chaque fois. Au début, on avait investi fortement pour avoir un certificat de qualité assez sévère. Donc ça, on voit que naturellement, c'est repris. Je trouve que ce n'est pas encore assez repris parce que parfois, ils demandent juste une attestation d'AFSCAM et tout le monde là. Je trouve que c'est quand même important de l'avoir pour soi et participer. Tout ce qui est fiches techniques, etc. Donc, avoir un bon système pour la gestion des fiches techniques et de sa qualité. Pour certains, il faut quand même un système informatique un peu adapté parce qu'il faut des numéros de bon de commande qui doivent suivre pour la facturation, des choses comme ça. Donc, c'est bien d'avoir une bonne base informatique pour pouvoir le gérer facilement, soit automatisé. Et dans notre secteur, c'est une logistique 7 jours sur 7. Donc, il faut avoir une logistique adaptée pour pouvoir faire les livraisons aux heures souhaitées et ça, 7 jours sur 7. Mais je pense que ce qui a un grand avantage, c'est qu'on a quand même un chiffre d'affaires qui est garanti pour une période qui est définie. Peut être 1 an, 2 ans, voire 4 ans. On a quand même une garantie de paiement avec un délai fixe parce que tout est déjà bien défini, souvent dans les cahiers des charges. Et même si on y participe et qu'on ne remporte pas, ça donne une très bonne idée d'où on se positionne dans le marché par rapport à ses concurrents au niveau de qualité, parce qu'il y a des tests gustatifs aussi, au niveau du prix, et au niveau des autres éléments auxquels on doit répondre, parce qu'on a tous les résultats, souvent, pas toujours, mais souvent de l'appel d'offres, et on voit si on a eu un bon score, un mauvais score pour les différentes catégories. Donc, c'est intéressant pour se remettre en question aussi. C'est d'être très, très méticuleux, parce qu'il y a quand même pas mal de documents à remplir, et parfois, pour une minuscule petite faute dans une fiche, on peut rater tout l'appel d'offres. Pas avoir peur. Le premier est toujours le plus difficile. Donc, on en a fait un. Quand on a le résultat, on sait un peu se remettre en question, on voit où on a raté des points, voir où on peut en gagner. Et voilà. Alors du coup, on va entamer la partie un peu plus fun. Donc, les points d'intention, les points auxquels vous devez toujours quand même être attentif quand vous lisez un cahier de charge, c'est forcément tout ce qui est délai, cautionnement et assurance, ils en demandent. Et puis après, au niveau plus pratique, c'est est-ce qu'il y a un allotissement du marché, les critères de sélection quand vous êtes dans des procédures qui sont publiées, les variantes, on verra ça ensemble. Et puis forcément, les critères d'attribution, puisque c'est sur base de ceci que votre offre va être évaluée, et donc ils vont choisir l'offre la plus pertinente. Et puis les spécifications techniques qui sont donc les exigences minimales. Alors, un cahier de charge, comment ça se présente? Souvent, ça c'est la première page de couverture et c'est celle qu'on voit très souvent. C'est celle en tout cas que les communes aiment beaucoup. Donc voilà. Là, vous allez avoir le titre. Alors ça, je fais quand même un petit point là-dessus. Il y a une différence entre le titre qui se trouve ici et l'objet du marché qui va se trouver généralement en article 1 ou 2. Ce n'est pas du tout la même chose. Le titre, ça donne juste une information de ce que vous avez trouvé dans le cahier de charge. L'objet du marché est vraiment pertinent et a toute son importance puisque tous les critères doivent toujours être liés à l'objet du marché. Vous avez généralement le type de procédure. Dans le pouvoir adjudicateur, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec mon imagination.
Voilà, donc ça, vous allez avoir un objet du marché comme ça. Alors, le cahier des charges ici que j'ai fait en exemple, c'est un exemple, je me devais de faire quand même un bon exemple au niveau durable. Donc voilà, vous allez en avoir qui ne seront pas aussi poussés, on va dire, au niveau durabilité. Mais voilà, en tout cas, ils tendent à. Et donc, c'était important d'essayer d'avoir un chouette exemple à vous proposer. Donc, dans l'objet du marché, vous allez toujours trouver ce que c'est. Donc là, il est bien inscrit que c'est des fournitures de produits alimentaires favorisant une alimentation durable. Vous allez trouver la période. Donc là, comme exemple, c'est un marché d'un an. Ici, vous avez la définition d'alimentation durable, comment en tout cas j'encourage à ce qu'elle se retrouve à chaque fois dans l'objet du marché. C'est celle de la FAO, donc de l'Organisme mondial pour l'agriculture et l'alimentation. Elle est très complète, on y retrouve tout, la protection de l'environnement, le respect de la biodiversité des écosystèmes, des systèmes qui sont équitables, accessibles, abordables. Donc voilà. Vous avez toutes les écoles, puisque là c'est un marché pour une école, enfin pour des écoles qui sont concernées par le marché. La durée, comme je vous l'ai dit. Alors dans les cahiers de charges, vous allez toujours avoir un peu deux parties au cahier des charges. Vous allez avoir une première partie qui va plus être des critères contractuels. Donc voilà, pour combien de temps, quel mode de passation du marché, les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs. Donc ça, ce sont toutes des choses qui se retrouvent dans la loi et que vous allez retrouver à chaque fois. Et puis, vous avez la deuxième partie qui sera beaucoup plus technique. Et donc ça, ce sera quels critères doivent rencontrer vos produits. Donc, ici, on a le mode de passation du marché, comment vous devez remettre les offres, la date à laquelle vous devez les remettre, comment. Ça se présenterait toujours comme ça. Alors, sachez que les supports pour la présentation vous seront envoyés demain dans la journée par email. Donc, comme ça, vous pouvez les avoir et vous pouvez aussi voir comment sont formulées certaines clauses. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me revenir. Vous avez toujours un article qui concerne la sélection, même dans les marchés qui ne sont pas publiés. Vous allez toujours retrouver les motifs d'exclusion qu'on appelle obligatoires et facultatifs. C'est exactement mot pour mot ce qui se trouve dans la loi et les arrêtés. Voilà. Alors ici, c'est un cahier de charge d'un an qui est en procédure sans publication. Donc, dans le cas d'une procédure sans publication, il y a rarement ou jamais les critères de sélection. Pourquoi? On va reprendre le PowerPoint. Parce que, en fait, les critères de sélection, comme le nom l'indique, servent à sélectionner les offres. Donc, on a besoin de critères de sélection pour des marchés qui vont faire l'objet d'une publication parce que voilà, c'est bien de sélectionner certaines offres qui feront l'objet d'un examen plus approfondi par la suite pour, en fait, si le pouvoir adjudicateur se retrouve avec 30 offres, il ne se retrouve pas à devoir les analyser toutes les 30 de manière approfondie. Et donc, il va en sélectionner que certaines. Et en fait, ces critères de sélection, ils ont toujours trait à 3 choses. Qui est en fait l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité financière et puis les capacités techniques et professionnelles. Ça aura toujours trait à ces 3 choses-là, ça ne peut jamais avoir trait à autre chose. Donc voilà, donc normalement dans un cahier de charges, d'un marché sans publication, vous n'allez pas les retrouver, mais j'ai quand même voulu vous mettre un petit exemple ici de la forme que ça pouvait prendre. Donc là, j'ai pris comme exemple une sélection qualitative qui se faisait sur base de capacités économiques et financières, où là, il était demandé un chiffre d'affaires de minimum 50 000 € par an. Et donc, comment vous prouvez ça? Tout simplement par une déclaration qui explique votre chiffre d'affaires global, ici demandé au cours des 3 derniers exercices disponibles. Et puis, il a été aussi demandé une capacité technique et professionnelle. Donc là, c'était demander une politique de conditionnement respectueuse de l'environnement. Voilà, si conditionnement il y a. Et puis, certification d'agriculture biologique pour le cas des produits bio. Voilà. Alors, l'article 4, c'est les documents à fournir par le soumissionnaire.
pour vous, c'est très important. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille et de noter tout ce que vous devez absolument joindre au formulaire de l'offre. Donc là, c'est précis. Il est bien mis que vous devez fournir les fiches techniques de chaque produit qui est proposé dans l'inventaire. Donc ces fiches, elles doivent contenir la dénomination du produit, sa composition, les allergènes, les valeurs nutritionnelles, etc. Voilà, ils vous disent comment vous devez les fournir. Pour les produits bio, il est forcément demandé le certificat agriculture biologique selon le règlement. Ici, on va voir plus tard dans les critères d'attribution, il y a un critère qui a trait à la traçabilité des produits au nom d'intermédiaire. Et donc là, il est demandé un descriptif complet de la chaîne de production de l'éleveur au distributeur. Celui-ci doit s'inscrire dans une démarche d'alimentation durable et limiter le nombre d'intermédiaires. Donc là, c'est de nouveau une déclaration sur l'honneur ou une fiche technique où vous expliquez comment se déroule votre chaîne de production, qui se trouve dedans et où il se situe. Là, il est demandé une déclaration sur l'honneur attestant d'une rémunération équitable avec un détail des rétributions par intermédiaire. Donc, je prends un exemple qui ne tient, à mon avis, absolument pas la route. Je ne sais pas, vous rétribuez 30 cents de la carotte, vous mettez, moi, producteur, 30 cents de la carotte. Voilà. Et puis, tout autre document utile, ça, si vous relevez dans le marché à un moment donné, parce que parfois, ce n'est pas aussi bien ficelé, que vous avez besoin de fournir l'un ou l'autre document, mettez-le dans votre petite liste et n'oubliez pas de l'ajouter avec le formulaire de l'offre. Et là, vous avez aussi forcément la preuve du mandat du signataire de l'offre. Vous avez toujours un article qui a trait à la validité des offres. Donc, quand vous remettez une offre, vous êtes tenu par cette offre pendant un certain délai. Ici, c'est de 90 jours. Toujours l'article forcément concernant le prix. Donc là, il est bien mis que c'est un marché à bordereau de prix. Les prix seront toujours unitaires, énoncés en euros hors TVA. Parfois, il y en a qui demandent TVA comprise ou dans l'inventaire, vous pouvez mettre votre prix hors TVA, votre prix TVA comprise. Dites bien qu'ils sont fermes et définitifs. Alors là, je vous ai ajouté une petite clause qui ne se retrouve pas encore très souvent, mais voilà, là il est mis, si des aléas climatiques avérés, majeurs et exceptionnels devaient survenir au cours du présent marché et avoir des conséquences imprévisibles dans le chef du soumissionnaire, les prix pourront être discutés et révisés le cas échéant. En fait, cette clause, elle veut bien tout dire. Elle veut dire que si vous avez des problèmes qui sont imprévisibles dans votre chef, et donc, c'est pas la moitié de votre récolte est abîmée, ou que voilà, vous allez pouvoir replanter, mais ça va vous coûter plus d'argent, et donc le produit va revenir in fine plus cher, ça peut être discuté. Ce n'est pas une clause qui se retrouve souvent, mais voilà, j'ai envie de... Je ne pense pas qu'ils le mettront souvent, bon, effectivement. Non, mais j'ai des pouvoirs adjudicateurs qui commencent à être de plus en plus enclins avec la révision des prix ou ce genre de clauses. Donc voilà, mais c'était important de voir que ça pouvait exister aussi. Ça peut exister. Comme la quantité présumée, en général, ce n'est pas discutable. La quantité présumée, quand on nous annonce 2 tonnes et qu'on nous en prend que 500 kilos, on n'a rien, il se décharge rapidement en tout cas. Ouais, ça du coup là, c'est un article un peu plus bas. J'ai repris du coup une clause que je voyais souvent. Ouais. Comme ça, on pourra voir du coup juste après. Ouais. Alors, il y a toujours l'article sur les variantes. Alors, les variantes, qu'est-ce que c'est? En fait, les variantes, ça vous permet de proposer une alternative à l'offre de base. Alors, elles sont rarement autorisées et prévues. Cependant, elles peuvent être intéressantes. Si, par exemple, vous avez un produit qui présente un plus qualitatif ou environnemental auquel le pouvoir adjudicateur n'aurait pas pensé dans son cahier de charge, vous pouvez le proposer. Là, j'ai fait exprès de mettre les variantes libres sont autorisées. Sachez que s'il n'est rien mis sur les variantes dans le cahier des charges, vous pouvez, de votre propre gré, proposer une variante, pour autant que vous vendez une offre qui correspondait au cahier de charges de base. Mais généralement, il est mis, les variantes ne sont pas autorisées. Donc voilà, là, il est mis qu'elles sont autorisées. Alors, c'est quoi la différence entre une variante libre et une variante obligatoire? La variante libre, en fait, c'est vous qui l'avez décidé. L'obligatoire ou facultatif, c'est le pouvoir adjudicateur qui, en fait, quand il n'a pas trop
d'imagination, va proposer une variante et va la cadrer. Voilà, ça se voit rarement. Alors ici, on arrive aux fameuses quantités. Ouais. Ils disent bien qu'elles sont présumées. Ils disent qu'ils ont le droit d'adapter leurs commandes à leurs besoins ou de modifier les quantités prévues à l'inventaire, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sans que le soumissionnaire puisse prétendre à l'octroi d'une indemnité quelconque, ni à une révision de ses prix unitaires. Donc voilà, ça c'est une clause qu'on revoit très régulièrement. Comme l'a dit monsieur, mais je ne vois pas l'image, donc je ne sais pas qui a parlé. C'est vrai que du coup, vous pouvez... du double au simple, c'est quand même assez rare, mais ça pourrait se voir. Comme je vous l'ai dit précédemment, sachez que dans les procédures négociées, vous pouvez négocier. Donc, quand vous remettez une offre, si vous avez des délais de livraison, les clauses au niveau de la quantité qui vous posent problème, posez les questions, dites, voilà, cette clause-là au niveau de la quantité, vous me dites qu'il n'y aura pas de révision, quoi que ce soit. Moi, ça me dérange un peu. Si vous prévoyez de me prendre une tonne et qu'au final, vous ne me prenez que la moitié, ça va me poser problème. Enfin voilà, discuter, c'est vraiment fait pour ça. Les procédures négociées, elles sont énormément sous-estimées en marché public d'alimentation durable et il faut négocier vraiment. Pour vous, c'est un super levier et il faut vraiment le faire. Alors, on arrive à l'article sur les lots. Donc là, il est bien précisé que c'est un marché à lot. Donc là, j'ai inventé 4 lots. Le lot produits laitiers, le lot viande bovine, le lot volaille et œufs, et puis le lot fruits et légumes. Alors, pourquoi les lots sont un avantage? Il faut savoir que quand ça se présente comme ça, vous pouvez vous répondre que au lot qui vous intéresse. Donc, de manière très pratique, vous êtes producteur de produits laitiers. Vous n'allez pas devoir répondre à l'entièreté du marché. Vous allez juste devoir répondre au lot 1 qui vous concerne avec les critères d'attribution qui lui sont propres si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire des critères d'attribution qui lui sont propres et les exigences techniques qui ne concernent que ce lot-là. Vous ne devrez pas vous soucier des autres lots. Ça permet en fait à des PME et des plus petits producteurs de forcément pouvoir répondre au lot qui l'intéresse et pas à l'entièreté d'un marché auquel, en fait, in fine, il n'aurait jamais pu répondre parce que généralement, quand on est éleveur de bovins laitiers, on n'est pas maraîcher, ou peut-être parfois, mais c'est quand même un peu plus rare. Et donc, voilà, ça vous permet aussi, je vais faire une transition tout de suite, je vais revenir sur mon... Non, je n'ai pas de PowerPoint. Je voudrais aussi encourager quelque chose qui se voit très rarement, mais qui pourrait être... vraiment le bienvenu. C'est ce qu'on appelle les groupements d'opérateurs économiques. Donc, dans votre cas, ce serait les groupements de producteurs. Je m'explique. Donc, dans la loi, il est bien mis qu'un groupement d'opérateurs économiques peut répondre à un marché. Pour ce faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir une entité juridique. Donc, par exemple, si vous êtes producteur de produits laitiers et producteur de fruits et légumes, que le marché n'est pas alloti, qui c'est un marché de fourniture de produits laitiers et de fruits et légumes, vous pouvez vous grouper, vous mettre ensemble et remettre une offre commune pour pouvoir répondre au marché, sans avoir une entité juridique. Bien sûr, en amont, vous devez vous arranger comment ça se passe, les paiements, etc. Mais voilà, vous pouvez répondre à l'offre ensemble. Vous pouvez, par la suite, si vous voulez, prendre une entité juridique, mais le pouvoir adjudicateur ne pourra jamais vous obliger. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est là, c'est une super opportunité et elle n'est jamais utilisée. En fait. Donc voilà. Alors, quand vous avez des lots, le pouvoir adjudicateur va, comme ici, toujours préciser si vous pouvez remettre une offre pour un lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots. Voilà. Forcément, il va toujours se réserver le droit d'attribuer le marché lot par lot ou de ne pas l'attribuer, ou parfois de ne pas attribuer un lot. Donc, ça, voilà. On arrive à la partie un peu plus technique. Vous avez l'attribution du marché. Alors, l'attribution du marché, comment elle se passe? Elle se passe via des critères d'attribution qui peuvent avoir trait au prix. Ça, c'était des marchés qu'on voyait très souvent, hein, des marchés qui n'étaient attribués que sur base du prix, ou des marchés qui sont attribués sur base du meilleur rapport qualité-prix. Donc ça, c'est vraiment ce qui compte pour vous, pour nous. Donc là, vous allez avoir des critères forcément toujours relatifs au prix, et puis des critères qui ont trait au développement durable ou à l'équitabilité, ou voilà,
plusieurs choses. Ici, j'ai pris un exemple un peu particulier où le prix est mis sur 55 points. Donc, pour ça, pourquoi il va avoir des points? C'est là-dessus que votre offre va être jugée. Donc, celui qui a le plus de points va remporter le lot, puisque là, c'est pour le lot 1. Donc, il y a 55 points sur le prix. C'est en effet toujours élevé. On va parfois avoir un prix qui est noté sur 30 points. Ça se voit de plus en plus. Vous avez 15 points pour la traçabilité des produits et le nombre d'intermédiaires. Alors, juste en dessous est détaillé en fait ce qu'ils attendent. Il y aura 10 points pour la qualité et le goût des produits, 10 points pour le conditionnement et l'étiquetage si besoin, mais là c'est le produit laitier, donc oui. Et puis 10 points pour la rémunération équitable des éleveurs et producteurs. Alors là, il y a l'explication, le prix c'est le prix. Voilà, ce sera toujours le prix de l'offre de base, de l'offre la plus basse divisée par le prix de l'offre analysée fois 30. Vous avez la traçabilité des produits. Alors ça, comment ils vont l'évaluer? Ils vont l'évaluer sur base de la description de la chaîne de production et de tous les intermédiaires, ainsi que sur la traçabilité du produit, de son origine à son conditionnement. Donc là, c'est votre fameuse fiche technique. Enfin, on appelle ça fiche technique, mais en fait, c'est une feuille que vous rendez, où vous expliquez toute votre chaîne de production et la traçabilité de votre produit. Si votre vache a pâturé, je ne sais pas, dans la province de Luxembourg, mettez la pâturée en province de Luxembourg, elle a été traitée, oulala, je perds mes mots. On la traite en province de Luxembourg, le lait a été conditionné là, etc. etc. Voilà. Et comme l'a dit le monsieur dans le témoignage, c'est vraiment le premier qui est le plus dur. Une fois que vous avez rempli ces fiches, une fois que vous avez toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez pouvoir remettre à chaque fois. C'est vraiment le premier qui est le plus dur et qui demande le plus de travail. Ensuite, vous avez le critère d'attribution de qualité et goût des produits. Ça, ils le mettent souvent. Pour éducateurs, ils aiment bien ça. C'est évalué, il y a une petite faute, par une commission gustative. Donc là, c'est des gens qui se rassemblent et qui goûtent des échantillons. Le conditionnement, les étiquetages, voilà, il est mis un conditionnement qui est respectueux de l'environnement et quand même que l'étiquetage devrait être rédigé en français avec toutes les mentions utiles et légales. Et puis, la rémunération équitable, ça, on l'avait vu plus haut dans les documents à fournir. Là, le critère, du coup, serait évalué sur base d'une fiche technique qui vise à détailler les rétributions des intermédiaires et notamment des éleveurs et producteurs. Si jamais, en fait, dans un des critères ici, vous ne répondez pas, par exemple, vous n'avez pas envie de remettre la rémunération équitable des éleveurs et des producteurs, vous allez avoir juste simplement 0 point sur 10. Bon, c'est peut-être pas le mieux, mais voilà. Ce n'est pas une exigence minimale. Les critères d'attribution, c'est une préférence. C'est comme ça qu'ils vont coter votre offre. On arrive à la fameuse exécution du marché. Donc ça, c'est tous les détails qui comptent un petit peu. Les modalités de livraison, ça, lisez-les, prenez-en connaissance, comment ça marche, combien de fois par semaine, etc. Si ça vous va. Si ça ne vous va pas, n'oubliez pas que vous pouvez négocier. Là, ils expliquent la vérification des fournitures. Alors ça, on va faire un petit point. Donc là, il est mis que le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours calendrier à compter de la date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Alors, dans les délais, vous allez avoir très très souvent le délai de vérification qui est de 30 jours et puis le délai de paiement qui est de 30 jours. Ce qui fait qu'en fait, mis bout à bout, ça fait 60 jours, puisque à partir de la livraison, vous avez 30 jours et puis il y aura 30 jours de paiement. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est souvent 60 jours au final. C'est important de le savoir. C'est aussi négociable, mais bon, les 60 jours, c'est quand même souvent la norme. Au niveau des emballages, là, je ne vais pas vous lire, c'est le blabla de tout à l'heure. Facturation et paiement. Donc, c'est ce que je vous disais. Ils expliquent que les factures devront être transmises par email. Ce que vous devez mentionner, que eux sont forcément responsables du paiement. Donc, le paiement du montant est dû dans les 30 jours calendrier à compter de la fin de la vérification, visée à l'article 4. Donc, on se retrouve donc dans un délai de 60 jours. Vous avez les actions judiciaires, les amendes pour retard, toujours important de lire. Bon, là, il se réfère simplement en règle générale à l'exécution des marchés publics, mais parfois, il y a des trucs un petit peu foufou, donc il faut quand même un petit peu lire.
défaut d'exécution et sanctions. Alors là, c'est quand même un peu important de le dire. Donc, en cas de rupture de stock temporaire, ce qui peut tout à fait arriver, là, il vous est demandé d'en informer le pouvoir adjudicateur, c'est normal, et de livrer un article alternatif respectant les mêmes critères qualitatifs et ceux aux conditions financières du marché. Donc là, vous pouvez tout à fait proposer une alternative. Si la rupture s'avère être définitive, vous devez forcément en informer le pouvoir adjudicateur. Et puis, vous pouvez proposer un nouvel article aux conditions du marché. Il faudra juste que vous donniez un échantillon pour qu'ils puissent du coup tester et voir que c'est OK. Donc voilà, là, c'est quand même c'est une chouette clause. J'ai repris un cahier de charge, donc c'est qu'elle se voit. Ça veut dire que voilà, si vous êtes face à une rupture de stock, qu'elle soit temporaire ou définitive, vous pouvez vous retourner. Vous n'allez pas avoir des amendes, ça va aller, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on arrive aux fameuses clauses techniques qui sont très importantes puisque vous êtes obligé de les rencontrer. C'est vraiment les exigences minimales. Donc, il y a les échantillons, comment ça se passe. Le respect des conditions d'hygiène, sans surprise, c'est les fameuses conditions d'hygiène de l'AFSCA. C'est vous devez appliquer le système d'autocontrôle HACCP. Voilà, c'est tout ce que vous connaissez déjà. Il y a un petit article d'état des marchandises à la livraison, je ne l'ai pas rédigé, le conditionnement qu'on a vu ensemble, les conditions de transport et d'hygiène, c'est les règles de l'AFSCA, donc voilà. Là, ils se sont réservés une visite des installations. Ça peut être quand même pas mal. Et surtout, pour vous, on verra dans les trucs et astuces. Mais voilà, de permettre aux soumissionnaires de venir visiter vos installations, ça vous donne un plus parce que vous êtes proche de chez eux. C'est tout de suite beaucoup plus dur d'aller visiter des installations en Chine. Et donc, voilà, ça montre aussi que vous êtes transparent. Donc, c'est vraiment un plus pour vous. Et puis, on arrive aux exigences techniques. Donc, j'ai fait l'exercice juste pour le lot 1, pour les produits laitiers. Donc, ça, c'est des exigences techniques qui vont plus ou moins loin. Donc, il est demandé au minimum le label bio issu du règlement, le label bio européen, issu du règlement 834-2007. Il est demandé que les vaches aient pâturé au minimum 180 jours et donc d'avoir le cahier de pâturage à disposition. Les additifs colorants conservateurs sont inexistants ou en quantité minime. Alors, la question, c'est comment ils contrôlent ça. Vous, en fait, vous allez répondre par des déclarations sur l'honneur ou des fiches techniques. Ils peuvent le contrôler par rapport déjà à la fiche technique et à la fiche du produit. Et puis, voilà, en toute honnêteté, il y a des pouvoirs adjudicateurs qui ne vérifient pas grand-chose et puis il y en a d'autres qui vérifient quand même un petit peu. Voilà, il vaut toujours mieux quand même être un petit peu honnête. Et puis, il est demandé un conditionnement de 3 à 10 litres sans plastique pour le lait recyclable ou tétra ou PET ou autres techniques innovantes, respectueuses de l'environnement. Voilà, ça c'est les exigences techniques pour le lot 1, je l'ai fait juste pour celui-là. Et puis vous allez retrouver l'inventaire. Donc là, l'inventaire, c'est ce que vous devez remplir. Donc là, on a pris pour le lait entier, vous mettez son conditionnement, votre référence, les quantités présumées que eux demandent. Donc, ce sont des quantités présumées. Et puis, le prix, votre prix au litre. Et à ça, du coup, si vous vous rappelez, dans l'article 4, il était mis que chaque produit d'inventaire devait avoir sa petite fiche. Donc, voilà. Pour revenir à notre PowerPoint, on a bientôt fini. Je peux juste dire quelque chose par rapport à la sélection technique. C'est ce qui permet aussi à effectivement le pouvoir public d'orienter vers un fournisseur ou vers un autre. Je prends effectivement l'exemple des pains. Monsieur avait pris son exemple, il a dû faire de la prospection, il a dû montrer ses produits. Et lui, effectivement, il a des pains qui vont faire 1 kg 422 grammes. Effectivement, si ces pains ont plu, dans le cahier des charges, ils vont effectivement mettre comme clause technique que les pains doivent faire exactement ce poids-là parce que c'est ce qui convient à leur… Donc, effectivement, vous, en tant que producteur, vous avez tout intérêt à faire de la prospection et à présenter vos produits
pour préparer votre marché, parce qu'effectivement, si ils ont réellement envie de travailler avec vous, ben, ils vont dire, ben voilà, moi je veux un pain de 1 kg 427 grammes et pas autre chose. Donc du coup, ça c'est effectivement un critère technique qui va pouvoir vous attribuer le marché et qui est légal, malheureusement, pour certaines choses, parce que ça ferme la porte à beaucoup d'autres, mais qui est légal. Ouais, exactement. Donc, j'allais venir dans les trucs et astuces, les petites choses qui sont pour vous. Je voulais juste encore une fois insister sur les 3 critères, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de critères, etc. Donc, il y a les critères de sélection. Ça, c'est ceux qu'on ne retrouve pas dans tous les cahiers de charges, qui servent à sélectionner les candidats et donc à sélectionner les offres qui bénéficieront d'un examen plus approfondi. Puis vous avez les critères d'attribution. Ça, c'est la préférence. C'est les critères qui vont permettre d'attribuer des points aux offres. Et puis, vous avez les spécifications techniques, comme l'a dit monsieur, qui sont les exigences minimales, donc ce qui doit être rencontré. Et là, le pouvoir éducateur pour forcément s'y donner un peu à cœur joie et mettre pas mal de choses qui peuvent vous favoriser. Dans les trucs et astuces, vous avez l'allotissement du marché. Ça, c'est vraiment un super truc. Vous pouvez répondre que aux lots qui vous intéressent. Certains marchés peuvent prévoir une centralisation des livraisons, donc ça peut quand même être intéressant aussi pour vous. Il y a le groupement de producteurs dans le cas d'un marché qui est moins finement alloti. La consultation des acteurs économiques en vue de préparer le marché. Il faut savoir qu'un pouvoir adjudicateur, quand il est dans une démarche de développement durable, il va refaire son marché, il va repenser son marché, et donc du coup, il va aller prospecter. Il va aller voir quels sont les producteurs autour de chez lui, les coopératives, etc. Et c'est à ce moment-là que, voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître. C'est aussi à ce moment-là que vous montrez vos produits, vous mettez en avant les caractéristiques qui vous correspondent, ce que vous avez qui vous différencie des autres. Ça peut être, je prends un exemple, en Wallonie, le bien-être animal, qui est un code, c'est ce qui nous distingue des autres pays d'Europe, parce que c'est un des plus poussés. Vous avez une logistique particulière, mettez-la en avant. Voilà, tout ce qui peut vous différencier au moment de la prospection, dites-le. C'est tous ces critères qui pourront se retrouver en spécification technique. N'hésitez pas à faire des prévisions par rapport aux récoltes de l'année précédente. Ça peut aussi vous aider à savoir à quel marché vous pouvez répondre. Parfois, au commencement, de se focaliser sur l'approvisionnement juste de certains produits de manière régulière, ça peut être une bonne manière de commencer. Une chose que je vous encourage à proposer quand on fait appel à vous ou dans les moments de prospection ou de négociation ou de variante, s'il peut en avoir, c'est de proposer des actions de sensibilisation si c'est possible pour vous. Donc, dans le cas d'un cahier de charge d'une cantine d'école, ça a tout son sens au niveau de l'objet du marché, de faire des sensibilisations pour les élèves, pour déjà qu'ils se réapproprient, qui sont un peu moins détachés du sol, qui se réapproprient l'agriculture, l'alimentation, et donc voilà, de faire des visites sur exploitation. C'est intéressant pour les élèves et surtout vous pouvez le proposer parce que vous êtes en Wallonie. Le roumain, il a beau le proposer, ça va pas être possible. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel vous devez pas hésiter si c'est possible pour vous de proposer. Et puis surtout, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, les procédures négociées, négociez vraiment. Rendez votre offre et dites voilà, les délais de livraison, est-ce que j'aimerais bien négocier ça, j'aimerais bien négocier. Il y a des choses qui ne se négocient pas, les critères d'attribution et les exigences techniques. Ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, voilà. Mais moi, j'ai fini. J'ai bien parlé. Je vais quand même regarder. Oui, merci Justine. Il y a une question de Pascal. Est-ce que tu peux préciser si les 3 durées des marchés publics présentées là, au début s'appliquent à tous les types de marchés publics, quel que soit leur montant? Oui, de tête, là, oui. Oui. J'avoue que là, il faudrait peut-être que je retourne dans ma loi pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Mais oui, de tête, oui. Mais je vais retourner dans ma loi demain matin et j'enverrai un mail à tout le monde avec les réponses. Mais oui. Ok. Si jamais j'ai dit une bêtise, tout le monde le sait. Enfin, j'enverrai un mail à tout le monde. Non, pas la réponse tout de suite, on peut regarder dans la loi, effectivement, pour savoir, mais c'est important de savoir
pour Ouais. les demandeurs, justement, parce qu'il y a des facilités pour chacune. Donc, Ouais, ça peut non, ça être- c'est exactement. Mais de tête, j'aurais tendance à dire oui. C'est vrai que je vais retourner demain matin. Ce soir, je vous avoue peut-être pas. Et puis, bah, si jamais c'est pas oui, j'enverrai un mail à tous les participants avec cette réponse. Donc voilà, je passe. Oui, donc du coup, le diaporama et le cahier des charges d'exemple seront envoyés demain par email. Il y a une question de Samuel. Ah oui. Est-ce que marche dirigé par la commune pour toutes les écoles, bien par l'école elle-même? Alors ça dépend. C'est au cas par cas, communes. j'allais dire. Donc les questions, c'est donc au niveau des écoles communales, est-ce que le marché public est rédigé par la commune pour toutes les écoles ou bien par l'école elle-même? Ça dépend vraiment des communes. On a des communes qui rédigent le marché pour toutes ces écoles, comme ça a été dans l'exemple que je vous ai montré. Ou alors, j'ai déjà vu des écoles communales qui passent leur marché toute seule. Ça dépend vraiment un peu de la politique de la commune. Donc voilà. Au plus la commune est petite, au plus le marché sera faible, et donc de faible montant. Et aussi, quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, c'est que tout ce qui est marché de faible montant et les marchés sans publication préalable, vous, comme c'est des marchés qui ne doivent pas être publiés, ils ont juste comme obligation de la mise en concurrence, donc de l'envoyer au minimum 3 opérateurs économiques. Et donc là, ben voilà, c'est déjà le pouvoir adjudicateur qui fait un choix en soi. Donc ça, c'est aussi un avantage pour les plus petits producteurs. Oui, c'est un avantage, surtout si, et donc l'importance, comme on l'a souligné dans le témoignage, mais également dans les différentes, les 2-3 réactions, de bien se faire connaître. Donc tout un travail au départ de privilégier, j'imagine, les communes, les écoles proches du lieu de production, pour vraiment, effectivement, lorsqu'il y aura cette demande, à la fois d'être envoyé directement, d'être contacté, quoi. Je pense que c'est important. Il y a un travail à l'avance, quoi. Ouais. Travail de fond. Exactement. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. J'espère avoir été claire et avoir pu vous aider. N'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'accompagnement individuel ou si vous avez des questions plus précises à me contacter par email, vraiment. Voilà, si vous avez aussi des problématiques que vous avez envie de soulever avec d'autres producteurs et peut-être moi aussi pour vous aider à les solutionner, n'hésitez pas non plus. Justine, est-ce que je peux peut-être ajouter une toute petite chose, puisqu'il y avait 2 questions, je pense, sur comment se faire connaître en fait auprès des cantines. Donc, vous pouvez aussi vous passer par la cellule Manger demain. On est là pour ça. Donc, si vous êtes que vous soyez signataire du Green Deal ou pas, nous, on est au courant aussi de ce que les cantines souhaitent. On est au courant aussi de quand les cantines sont plutôt en prospection pour un nouveau marché. Je parle des cantines qui sont évidemment signataires du Green Deal. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous adresser à nous pour qu'on puisse faire les liens nécessaires. On a organisé, Mathieu l'a dit, les 5 rencontres au niveau du territoire, rencontres de l'approvisionnement. C'est aussi pour ça qu'on les a mis en place. C'est pour que, au niveau des acteurs de l'approvisionnement, donc vous, que vous puissiez vous faire connaître auprès des cantines. Et puis alors, il y a aussi l'outil Clic Local. Normalement, si vous êtes signataire du Green Deal et que vous nous avez donné l'autorisation de publier vos données sur le Clic Local, vous y êtes. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi une façon de se faire connaître, c'est d'être présent sur cet outil du Clic Local qui est pas mal consulté par les cantines. Donc voilà, c'est toute une série de manières aussi pour lesquelles nous, on peut vous aider à vous faire connaître auprès des cantines. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous répondre à plein de marchés publics.
Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas. Et puis, si on a fini, on va lâcher tout le monde. Oui, presque. Alors, le dernier mot, vous allez, comme l'a dit Justine, vous allez recevoir par retour de courrier la présentation, mais également un lien vers une évaluation à remplir en ligne qui vous prendra, allez, montre en main, 3 minutes 25. Si vous aimez bien écrire des romans, un peu plus. Ceci, c'est vraiment important pour nous puisque ça nous permet vraiment d'avoir un retour sur ce qu'on vous propose, de savoir si on est dans le bon, comment nous améliorer, comment adapter notre formule. Donc voilà, prenez le temps d'y répondre. Ça nous aide vraiment. C'est pas juste pour des chiffres et dire voilà, on a 90% de contents, comme dans les votes dans certains pays. Mais c'est vraiment, nous, on l'utilise pour améliorer et adapter finalement le service qu'on vous propose. Voilà. Ouais, et alors, en fait, une toute dernière chose pour l'étudiante. Si tu as des questions au niveau de ton mémoire, n'hésite pas non plus. On peut t'aider, si on peut t'aider, à répondre à tes questions. Voilà. C'est gentil, je prends note. Voilà, je pense qu'on n'a plus qu'à souhaiter une bonne soirée. Et merci à tous d'avoir assisté à cette présentation.